Merci de regarder France 24 et bienvenue dans le Focus du jour. Demain, 14 janvier, cela fera exactement un an que l'ex-président tunisien Ben Ali fuyait son pays. Une chute qui aura déclenché le printemps arabe. La suite, on la connaît. Un an après, et alors que la transition post-Ben Ali s'organise tant bien que mal, nous avons choisi de nous arrêter sur un phénomène assez inquiétant, la montée du salafisme. Le reportage que vous allez suivre a été tourné à Sejnan, ville du nord-ouest de la Tunisie. Particularité, les salafistes sont accusés de vouloir y imposer leur loi, ce qui n'est pas sans occasionner quelques tensions. Certes, la Tunisie de l'après Ben Ali ne saurait se résumer à ses poches d'extrémisme, mais on ne peut que s'interroger sur la capacité du nouveau pouvoir à gérer ces manifestations de repli communautaire. Reportage donc David Thompson. Pour livrer leur témoignage, ils ont préféré s'éloigner sur les hauteurs de Sejnan, un village du nord tunisien où, selon certains habitants, des islamistes radicaux font régner leur loi. J'ai peur. Ce jour-là, le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme a fait le déplacement de Tunis. Cet infirmier lui explique avoir été battu par une police salafiste. Tout cela, dit-il, pour avoir secouru des jeunes blessés au sabre après une condamnation pour consommation d'alcool par un tribunal religieux. Ceux qui boivent, ils veulent les tuer. Ceux qui volent, ceux qui vendent de l'alcool et qui fréquentent des alcooliques, ils appliquent la charia pour eux. Pour vérifier ces accusations, la Ligue des droits de l'homme rend visite à d'autres habitants. Car à Sejnan, beaucoup se disent victimes de cette police des mœurs. Ils sont venus chez moi agresser mon fils. Oui, une cinquantaine, des barbus armés de sabres. À l'intérieur, des jeunes blessés n'osent plus sortir de chez eux. Certains montrent aux enquêteurs des traces de coups à la tête. Tout est noté, enregistré. Comme le témoignage de cet autre jeune. Il a failli perdre un doigt après une blessure à l'arme blanche et il accuse lui aussi les salafistes. Ils ont dit qu'ils allaient appliquer la charia contre moi alors que je n'ai rien fait. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Ils viennent prendre les gens chez eux, la nuit. Ils les mettent dans leur prison. Ils tapent, ils tapent, ils tapent encore et après ils les relâchent. Selon eux, c'est ce bâtiment désaffecté de l'ancien parti unique de Ben Ali qui servirait de prison aux salafistes. Le lieu de leur torture et de leur interrogatoire. Ce membre de la Ligue des droits de l'homme en est persuadé. Ici ont été battus et retenus, allongés ou à genoux, les plus récalcitrants à l'islam radical. Pour comprendre, nous tentons de rencontrer ces religieux que tous semblent accuser. Mais à l'extérieur, notre équipe est violemment agressée par un groupe de jeunes qui nous oblige à quitter la ville. 3 jours plus tard, au pied de leur mosquée, des salafistes de Sejnan acceptent de nous parler. Ils rejettent toutes les accusations et crient à la machination. Selon eux, des anciens du parti de Ben Ali ont payé des faux blessés pour les incriminer à tort. Ces dires et ces rumeurs ne m'étonnent pas du tout. Ces gens-là sont capables de se frapper eux-mêmes juste pour dire que c'est les salafistes qui sont derrière tout ça. Ces personnes sont de l'ancien régime. Ils veulent préserver leurs privilèges. Comment ? Tout simplement en faisant fuir les investisseurs. Et tout cela grâce aux rumeurs sur les salafistes, les barbus et compagnie. Dans cette ville isolée où le chômage frôle les 60%, les salafistes sont soutenus par le représentant local du parti Ennahda et par une partie de la population qui voit enfin une force remplacer une police totalement absente de la région. David Thompson est avec nous de Tunis. Alors David, avant d'entrer un peu plus dans le détail de votre sujet, une question. Nous sommes à quasiment un an jour pour jour de la fuite de Ben Ali, l'ancien président tunisien. Est-ce qu'on a quelques nouvelles de lui ?
Écoutez, Philomé, pas vraiment de nouvelles de l'ex-président, si ce n'est qu'il est toujours réfugié en Arabie Saoudite avec sa famille, une partie de sa famille en tout cas. Récemment, un juge militaire tunisien a fait savoir dans le cadre du procès des blessés et des morts de la révolution qui vient de commencer que ce pays, l'Arabie Saoudite, avait ignoré une fois de plus les demandes d'extradition de Tunis. Du coup, ce sont les procès par contumace qui se poursuivent aux grandes dames des Tunisiens, bien sûr, qui désespèrent de voir le principal accusé échapper ainsi à la justice, même si Ben Ali cumule déjà 66 années de prison, une peine bien théorique bien sûr. On en revient à cette montée du salafisme, elle est réelle en Tunisie. David Thompson, quelles en sont les manifestations concrètes ? Oui, Philomé, cette montée est encore marginale, mais effectivement, elle est réelle. En fait, aujourd'hui, ce sont surtout les actions, les manifestations des salafistes qui sont de plus en plus visibles en Tunisie, de plus en plus spectaculaires également. Vous avez par exemple, depuis 2 mois, un quasi-blocage de l'une des principales universités du pays, celle de la Manouba près de Tunis, dans la banlieue. Là, un groupe de salafistes a bloqué pendant des semaines et continue de bloquer l'entrée du bureau du doyen de l'université pour le forcer à accepter le port, à autoriser le port du niqab, le voile intégral à l'école, et aussi pour lui demander des salles de prière à l'université. Après des semaines de discussion, les forces de l'ordre sont intervenues pour rouvrir la fac, mais les salafistes sont toujours là. Et puis vous avez bien sûr cet épisode de Sejnan, mais aussi des phénomènes similaires dans d'autres villes, c'est-à-dire des polices religieuses qui sont signalées dans certaines villes comme Sidi Bouzid, le berceau de la Révolution, ou dans certaines banlieues de Tunis comme Aït Damen, et à chaque fois, tout cela dans une relative indifférence des pouvoirs publics tunisiens. Et pour quelles raisons, selon vous, les pouvoirs publics tunisiens interviennent peu ou pas du tout ? Après sa visite à Sejnan, le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme a eu ces mots en expliquant que selon lui, tout cela, cette montée du salafisme était due à 2 choses. D'abord, un chômage record qui atteint les 60% à Sejnan, mais aussi l'absence totale de police. Et c'est vrai, à chaque fois, ces groupuscules salafistes apparaissent dans des zones extrêmement pauvres, comme Sejnan ou comme Sidi Bouzid, des zones aussi où l'État a totalement abandonné ces populations depuis des années, pas seulement depuis la Révolution. Quelle différence, David Thompson, entre ces salafistes et les islamistes réputés modérés de Ennahda au pouvoir ? Philomé, les différences sont assez nombreuses. D'abord, du point de vue du dogme, les salafistes du parti Tahrir ou alors indépendants, si on ose dire, revendiquent la charia en Tunisie, ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, du parti Ennahda, qui a toujours assuré qu'il était pour la liberté de la femme, pour garantir le code du statut personnel. Autre différence également, le parti Ennahda a toujours, en tout cas ces dernières élections, a joué le jeu de la démocratie, alors que pour les salafistes, la démocratie est quelque chose d'impie, puisque toute contestation est impossible. Toute contestation de la parole divine, qui est la seule parole valable à leurs yeux, est incontestable. Donc les différences sont vraiment très importantes entre le parti islamiste Ennahda et les salafistes, ces groupuscules salafistes qui permettent toutefois au parti Ennahda de se recentrer sur l'échiquier politique et d'apparaître finalement comme un parti modéré, en montrant qu'il y a toujours à l'extrême beaucoup plus radical que le parti. Très rapidement, David, vous vous êtes fait agresser par une bande de jeunes lors du tournage de ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement. Écoutez, nous avons été effectivement agressés lors de ce reportage par une bande de jeunes qui avait l'allure de jeunes religieux. On ne peut pas en savoir plus puisque nous n'avons pas échangé le moindre mot avec eux. Tout simplement, ces jeunes nous ont frappé, coup de pied sur la caméra également, qu'ils ont essayé de nous arracher sans y parvenir. Nous avons dû quitter les lieux avec d'autres journalistes. Tout cela montre bien que dans cette ville de Sejnan, il est parfois, souvent même difficile de faire son travail de journaliste correctement. Merci David Thompson, c'était le focus du jour.
7h20 à Paris, le rappel des principaux titres de l'actualité sur France 24. On commence par le rapatriement cette nuit du corps de Gilles Jacquier, notre confrère de France 2, tué il y a 2 jours à Homs, dans le centre de la Syrie. Les circonstances exactes de sa mort. L'origine du tir de mortier qui lui a été fatal reste inconnue. Damas annonce la création d'une commission d'enquête. Le squelette exhumé la semaine dernière dans l'ouest de la Côte d'Ivoire n'est pas celui du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer. Conclusion des analyses ADN. À J-100 du premier tour de la présidentielle en France, cet échange orageux entre la patronne des socialistes Martine Aubry et Nicolas Sarkozy. Martine Aubry a accusé le président sortant d'asséner des contre-vérités sur son bilan. Les deux conviennent cependant d'élever le débat au bon niveau. D'ailleurs, dans la revue de presse de tout à l'heure, on reviendra sur cette présidentielle. Nous lirons entre autres le Figaro. La présidentielle en 10 questions, ce sera avec Ashken Verdian dans un instant.